Ça va. Alors désolé pour ce petit retard, ces petits problèmes techniques qui arrivent de temps en temps. En tout cas, c'est mon plaisir en fait d'inaugurer notre talk de cette 18e édition de Drawing Now Art Fair avec quelqu'un qui nous touche beaucoup, Odochimèque Davadorj, et qui en collaboration avec ses galeristes Backslash, ou sa galerie Backslash, est présente depuis quelle date d'ailleurs? On travaille avec Odochimèque depuis 2018. Donc vous travaillez depuis 2018 avec Odochimèque et en 2019 vous l'avez présenté à Drawing Now Art Fair. Donc c'est vraiment une aventure qui s'est faite chez vous par votre regard, donc le regard de la galerie Backslash, et puis avec nous entre autres comme plateforme. Donc nous sommes absolument ravis en fait de boucler la boucle avec le lancement du catalogue du travail d'Odochimèque en très bonne compagnie, donc en compagnie de Guy Boyer que nous connaissons tous, critique d'art et journaliste, et qui sera le modérateur de ce talk et que je remercie fortement. Ainsi que Andrea Busto, qui est le directeur du musée Ettore Fico, et je suis ravie qu'il soit là parce que je viens d'apprendre que Andrea vient tous les ans à Drawing Now, et en fait il a travaillé avec beaucoup d'artistes qui sont arrivés chez nous comme Julia Aumont avec la Galerie Car, Emanuele Beccheri qui est en ce moment sur le stand de la Galerie Car. Enfin, on fait beaucoup de promotions pour la Galerie Car, donc je retire le deuxième élément. Mais en tout cas, qui connaît bien la scène française, donc je suis ravie de vous accueillir. Et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle conversation. La gauche En haut à gauche, décidément. on va commencer. Voilà, ça y est. Merci. Voilà, c'est pour toi, Odochimèque. Alors, bonjour d'abord. Merci d'être venu nous écouter. Je sais pas très bien ce que vous attendez de cette conversation. Nous, on a décidé qu'on allait passer 3/4 d'heure, 1 heure, gentiment, ensemble, pour papoter et se rappeler surtout une aventure qui est ce catalogue qui vient de sortir, qui est sorti depuis quelques temps puisqu'il accompagnait l'exposition d'Odochimèque à Turin. Mais c'est surtout l'occasion peut-être de parler de comment on monte une expo, pourquoi une expo d'une artiste française, enfin, qui vit en France, mais qui est une exposition qui est en Italie. Comment le catalogue a été monté, comment on écrit peut-être aussi sur des artistes qui ne sont pas forcément les plus loquaces. Hein, on a le cas de figure d'une artiste qui est très réservée, presque des fois un peu timide. Et donc comment on peut écrire, qu'est-ce qui nous sert, comment est-ce qu'on interprète un travail, faut-il interpréter un travail? Donc l'idée, moi c'est comme ça que j'avais un peu imaginé notre conversation, c'est de vous retracer l'aventure de cette exposition, pourquoi, comment ce catalogue est né. Alors on va commencer d'abord, excuse-moi Odochimèque, puisque c'est elle l'héroïne de cette affaire, mais on ne va pas commencer avec l'artiste, mais je voudrais d'abord commencer par le lieu d'exposition pour que Andrea, qui dirige ce lieu, puisse nous expliquer quel est ce lieu, parce que beaucoup de Français ne le connaissent pas, et quelle est un peu la programmation que tu as pu faire là-bas depuis le début où tu y es. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour cette invitation. Je suis ravi d'être là avec Guy et Odochimèque. Et pour expliquer le musée, c'est assez facile, même si c'est très compliqué d'avoir un musée privé en Italie. Parce qu'en effet, c'est un musée privé. C'est la famille de Ettore Fico, une artiste du siècle passé qui est décédée maintenant. Mais la famille a décidé de bâtir ce immense bâtiment de plus de 2000 mètres carrés, un musée privé qui a ouvert dans le 2014, et en effet, sont 10 ans, maintenant 11 ans. Et moi, j'ai travaillé avec les architectes pour faire un bâtiment absolument adapté à l'art contemporain, même si j'ai montré aussi de l'art ancien, de l'art moderne et autre chose.
J'ai fait 70 expositions de l'ouverture du musée. La plupart des expositions c'était liées à l'art moderne au début, mais maintenant, après le Covid, j'ai complètement changé le programme et j'ai décidé d'ouvrir seulement aux jeunes artistes et parfois des artistes qui n'ont jamais eu une exposition personnelle dans un musée, même dans le pays d'origine. Et c'est le cas de Odon Shimek. Odon Shimek, c'est un artiste que j'ai croisé dans la galerie Bexlech. Je me suis vraiment tout de suite, je suis tombé amoureux de son travail. Et j'ai trouvé parfait comme proposition dans mon musée qu'il est très très ouvert à toutes les expressions internationales des jeunes artistes. Et la philosophie du musée, c'est aussi de faire du mécénat pour les artistes et produire des catalogues. Parce qu'il y a de moins en moins de livres, il y a de moins en moins de lectures, surtout en Italie, malheureusement. Je vous rappelle que Turin, où il y a le musée, c'est la ville d'Einaudi, la casa editrice Einaudi, mais où a travaillé Italo Calvino, Cesare Pavese, et Natalia Ginsburg, qui a traduit en italien la recherche de Proust. C'était la première traduction de Proust en Europe. En effet, c'était quelque chose d'extraordinaire et toutes les librairies qu'il y avait à Turin de quelques temps, elles vont fermer, il n'y a plus de lecture, il n'y a plus de livres, il n'y a plus de gens qui... Alors je me suis dit, je dois faire quelque chose, parce que je dois au moins laisser des traces de mon passage dans cette musique avec des catalogues. Et pour toute l'exposition, j'ai fait des catalogues, j'ai fait des monographies, la plupart pour les jeunes artistes, et j'essaie de faire de gros catalogues, pas seulement de petites œuvres, des feuillets, des choses comme ça. Je veux faire vraiment une œuvre qui reste dans l'histoire de l'artiste. Et c'est le cas de Odon Shimek. Et en effet, avec Delphine, surtout de la galerie Bexlech, on a décidé de faire une monographie en partant du début de son travail. Parce que c'est très important de faire voir qu'est-ce que les artistes ils ont fait, ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et je trouve qu'on a fait un très bon travail avec Guy parce qu'on a trouvé, nous, deux façons différentes de lire et d'expliquer ce travail. Et vraiment, ça a été un plaisir de partager la partie de texte avec Guy parce que ça complète la mienne et je pense que la mienne complète la sienne. Dernière question concernant le musée. Comment s'inscrit-il dans le panorama turinois? Est-ce que vous avez des liens avec les autres institutions? Viennent-elles voir les expositions que tu montes? Et est-ce que ça sert un peu pour les jeunes artistes? Est-ce qu'il y a des rebonds des fois dans la ville? Alors, même si j'ai un âge et un style plutôt BCBG, je suis l'enfant terrible de Turin. Parce que Turin, c'est la ville de l'arte povera. Je n'ai jamais exposé l'arte povera. Alors, c'est pour ça que je suis regardé par les autres institutions comme quelqu'un, une météore qui est arrivée comme ça dans la ville et qui fait des choses complètement différentes, que je ne suis pas rentré exactement dans tous les, comment je peux dire, dans tous les escaliers qu'il faut monter pour arriver, blablabla, etc. Alors, moi j'étais éditeur avant. J'avais deux maisons d'édition, c'était la maison d'édition Lindau et une autre maison d'édition Il Quadrante. Et moi j'avais travaillé à l'époque avec tous les artistes de l'arte povera, comme Giulio Paolini, on a fait une monographie avec Francesco Poli, j'ai fait la couverture d'une revue qui s'appelait Contemporanea avec Michelangelo Pistoletto. Bon, je connaissais vraiment tout le monde. Hein. Et quand j'ai eu le musée, je me suis dit il faut ouvrir à autre chose, parce que sinon déjà le Castello di Riva, la gamme et tout le reste, c'est là qu'ils font tous la même chose. Et moi j'avais vraiment très envie de montrer une autre, d'être entité internationale, d'avoir des ouvertures et de faire des choses avec des voix différentes. Voilà. Je suis quand même très respecté. Ouais. Alors pour une artiste qui fait plutôt format en général, c'est quand même intéressant de se retrouver dans cet immense lieu qui n'est pas forcément très adapté pour des minuscules formats, voire des moyens formats. Qu'est-ce qui fait ça?
Non, je ne sais pas. On va essayer. Il y a une malédiction du micro. Bon, voilà, et ça marche maintenant. Donc, pour une artiste qui est habituée à faire des petits formats, comment tu as réagi quand tu as vu le lieu pour la première fois à l'invitation d'Andrea? Alors, quand je voulais l'espace pour la première fois, c'est vrai que c'était très grand. Le plafond était quand même. C'est quoi l'auteur de plafond? C'est au moins 7 mètres, 16 mètres, oui. C'était très grand. Et à la fois, je suis très impressionnée de l'espace vide blanc, parce que c'est un peu comme une feuille blanche, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? J'avais le temps. Et je me suis dit, c'est une bonne occasion de challenger dans un grand format, parce que c'est auparavant, je faisais quand même petit format ou moyen format. Donc je me suis dit, une fois que je rentre, je regarde l'espace, j'ai visité l'espace avec Andrea. Une fois que je rentrais dans l'hôtel, j'ai eu une sorte de tâche, et puis pourquoi que je m'enferme dans un petit format? C'est l'occasion de se jeter sur un grand truc. Donc une fois que je rentre, j'ai commencé à noter dès le départ des grandes images qui adaptaient l'espace. Je peux savoir dans le fond, c'est très très grand format, 9 mètres par 12 mètres. C'est vraiment, j'ai conçu uniquement pour l'espace qui est Quelles étaient les indications, ou quelles sont les indications qu'Andrea a pu donner? Est-ce qu'il t'a dit, je veux tout montrer? Est-ce que je ne veux montrer que du dessin? Est-ce qu'il t'a permis de montrer des céramiques, de la sculpture, enfin, la diversité de ton travail? Ou bien c'est toi qui as proposé de faire quelque chose de polyvocal, en fait? Moi, je dirais que c'était une sorte de discussion très harmonieuse parce qu'on n'a pas trop discuté quoi que ce soit. C'était assez carte blanche et ça n'a pas donné une direction très précise. Mais je pense qu'on a tout de suite entendu que quelque chose ça très spontané, très naturel. Donc, c'est ça qui était si bien pour moi, de ne pas avoir une direction qui est très précise, d'avoir une sorte de pression sur mon travail. Donc, j'aurais pu faire des formats très grands et puis expérimenter pas mal de céramiques. Puis même l'accrochage, c'est Andrea qui l'a fait parce que je ne peux plus être de cette place ce jour d'accrochage. Donc, c'était assez spontané, c'était très naturel. Et, on n'a pas beaucoup discuté voilà. Les deux. Alors Andrea, toi, tu attendais quoi de cette exposition? Qu'est-ce que tu voulais montrer? Et peut-être dis-nous pourquoi le travail de Don Chimèque t'intéresse tant. Alors, en effet, l'exposition, c'était une exposition avec des autres artistes, parce qu'il y avait aussi Giulio Mo, Eddie Dubien et Giuseppe Rocca. C'était une exposition avec 4 expositions personnelles, mais avec un titre commun qui c'était Sogni, rêve. Et c'était des rêves vraiment différents. Alors pour Giulio Mo, c'était le rêve d'être enfant toute la vie et rester enfantine toute la vie, mais avec une expérience très personnelle et de femme mûre. Au Don Chimèque, c'était les voyages de la famille, les voyages de la Mongolie à travers l'Europe jusqu'à la France. C'était le rêve d'être présent avec toute une communauté qui a peint dans ces tableaux, et c'était le rêve d'un idéal, lieu, univers un peu idéal comme ça. On connaît l'œuvre d'Edith Bien. C'est leur rêve de changer de vie complètement et d'être quelque chose qui n'était pas et qui enfin il a réussi à être. Et Giuseppe Rocca invece c'était une histoire très personnelle aussi, c'était le rêve d'être mère, parce que dans le moment qu'il a compris qu'elle était enceinte, il a découvert aussi qu'elle avait un cancer. Et le cancer c'était au sein, c'est-à-dire ne pouvait pas donner le lait Alors tout ça, c'était le rêve de quelque chose de très différent, de très personnel, de très cosmique, etc. Et le travail de Don Chimèque, c'était exactement parfait pour donner une vision du rêve de la vie différente des autres. Et en effet, l'exposition, c'est un grand rêve collectif. Alors, quelle est la vision de rêve, justement? Quelle est ta notion de rêve que tu voulais exprimer dans cette exposition? Je pense ça fait vraiment une continuation de mon travail, tout ce que je fais depuis que on va dire en art plastique. Moi, en tout cas, pour l'exposition, précisément, je me suis un peu concentrée de lien dans ma famille. C'est une famille que je n'arrive pas à voir tout le temps.
Finalement, tout ce que je fais, c'est une sorte de rêve, enfin, je porte rêve sur vous. Mais c'est plus, ce sera plutôt une sorte de, un sondage des images de mes souvenirs d'enfance qui est lié avec ma vie d'ici, adulte, quelqu'un qui je suis immigrée comme, alors, je suis pas pris un bateau, mais je suis immigrée aussi, c'était bien. Et Rappelons qu'Odon Chimègue vient de Mongolie et qu'elle est passée d'abord par la Hollande, la République tchèque, Oui. avant d'arriver à Paris. Donc, en fait, c'était une sorte de mélange de tous ces parcours que j'ai pu traverser. Et c'est ça que j'essaie de toujours intégrer dans mon travail. Comment raconter sa vie, pas directement, ce que je ne raconte pas, je ne dessine pas mon portrait. C'est des petits indices que j'essaie d'intégrer dans mon travail, que je puisse communiquer à travers des images. Alors, si on a les images, je ne sais pas ce qui circule derrière moi, mais les images des œuvres que vous pouvez voir dans le catalogue, on voit bien qu'il y a à la fois des personnages qui figurent sur les dessins, aussi bien que des animaux, des papillons, des êtres des fois un peu mystérieux. Quand on cherche à tirer le fil et le mot est vraiment vient en tête, c'est parce que quelquefois sur ces dessins à l'aquarelle, il y a des rehaus comme de la broderie. Et ça, c'est une notion biographique que tu acceptes que l'on dise, puisque toi-même, tu as commencé déjà, dans la famille, vous aviez une tradition liée au textile. Non, peut-être qu'on peut l'évoquer. Encore une fois, je le répète pour ceux qui sont arrivés après, la difficulté avec une artiste comme Odon Chimègue, c'est qu'elle n'aime pas qu'on désigne trop précisément les choses. Et moi, c'est exactement l'inverse. J'aime bien signaler des éléments tangibles et les appuyer sur des arguments qu'on m'a donnés et avec des preuves quasiment. Mais encore une fois, il faut faire la navette quand on est critique d'art ou quand on est journaliste, entre les deux, entre des choses qu'on doit laisser en suspens et qui ne sont que du domaine de l'évocation, et d'autres fois, étayer quand même ces impressions. Ça peut être un peu des signes d'Orient et Occident, sûrement. Alors, ce mot avec le textile, disons 2 mots peut-être. Oui, en fait, ma mère, c'était couturière. Je suis grandie dans une maison, il y a beaucoup de filles, des tissus un peu partout par terre. Donc, j'ai aidé ma mère aussi à quand même finir certaines finitions. Donc, j'ai un peu grandi cette couture de couture. Je connais les bruits de machines à coudre comme un train tous les jours qui fait des coutures, etc. Donc, je suis très familière avec cette matière, d'où j'intègre beaucoup de fils dans mon dessin. C'est comme ça que ça a commencé. Et aussi des trous, des perforations avec des aiguilles. Et ça me rappelle un peu comment la machine à coudre se perd la matière. Et comme ça que j'ai un peu première idée, c'est arrivé que je peux aussi perforer les dessins avec des aiguilles. Et aussi d'intégrer des fils, un peu comme moi-même, je fais des couture, etc. À la fois, dans le dessin, ça apporte une troisième dimension, le fait des fils qui s'intègrent dans le dessin. Et je me suis un peu amusée dans cette idée que les dessins, ça ne peut pas être qu'un surface, un peu épais. Et on peut aussi intégrer des éléments, etc. D'ailleurs, cette recherche de la troisième dimension se traduit également dans des découpages à l'intérieur de ces dessins. Vous avez peut-être derrière moi des images où on voit ces personnages dont les têtes sont articulées grâce à des fils, vont tourner, disparaître, réapparaître. Donc il y a vraiment une recherche de la troisième dimension et pas forcément uniquement dans les perspectives qu'on veut voir, puisqu'il y a des paysages, tu fais beaucoup de paysages. Sont-ils du domaine du rêve ou te rappellent-ils des lieux très précis? Le paysage, c'est... au départ, j'étais très inspirée par le mot d'Ernest Begda. C'est si on ouvre si on ouvre à quelqu'un, on trouverait un paysage. Donc, cette phrase, à partir de ça, je me suis un peu inspirée. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, on se ressemble tous d'une manière à l'autre, nous, on ressemble à notre environnement. D'où je me suis rendu compte que je ressemble un peu à la Mongolie, pour le paysage mongolien d'une certaine manière. Et ça, à travers de mes voyages que j'ai pu faire chez enfant, je commence à remarquer qu'on se ressemble par rapport à notre paysage. Et donc, des fois, j'intègre de vrais paysages que je connais, de villages où je suis grandi, et des fois, j'ai créé des paysages. C'est un peu une sorte à la fois de la fiction et de la réalité. Et par rapport au dessin que je tente vers 3D, je pense
Maintenant, en réfléchissant à mon travail, je commence à... Le dessin, c'était pour moi comme une sorte de première langue pour moi, en fait. Quand je fais le dessin, c'est quelque chose qui est tellement spontané. Je n'ai pas besoin de réfléchir comme d'autres pratiques. Comme j'ai une idée, je dessine, ça sort comme une langue maternelle. Et d'où je me sens très à l'aise de faire dessin. Et à la fois, quand un enfant qui commence à parler, il commence à dire de plus en plus des mots. Et dans mon pratique, je sentais exactement le même truc. Je sentais que maintenant, j'ai besoin de faire un certain dessin un peu plus, on va dire, travailler, un peu plus amusé, un peu plus intégrer d'autres éléments, etc. D'où ça vient des préparations ou des éléments qui s'ajoutent, et des coupages, etc. Après, le dessin, à partir de ça, j'ai commencé à faire de la peinture. À partir de ça, j'ai commencé à faire de la céramique. C'est un peu une sorte de langue maternelle où je trouve ma racine après des autres pratiques qui s'ajoutent. Voilà. Comment sont-elles venues d'ailleurs ces autres pratiques? Est-ce que c'est depuis le début que tu fais de la céramique ou bien à un moment donné tu as décidé de gagner ce relief que donne la céramique? Céramique, c'est assez récent, depuis 2000, il y a à peine 4 ans. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Odon Chimègue a fait une très belle exposition au domaine de Chamarandes, où il y avait aussi bien des dessins de très grand format en peinture, mais aussi tout un ensemble de céramique que la galerie Backslash a aussi montré plusieurs fois. C'est ça, la céramique, c'est très récent, parce que Beaux-Arts de Cergy, il y a en fait du cours de céramique. Donc, comme je disais, à un moment donné, je sentais que j'ai besoin de transformer mes idées dans une autre forme. Donc, je me suis un peu intéressée par la céramique. Tout ce qui était intéressant, c'est la matière. L'argile, c'est tellement agréable comme matière à toucher, manipuler. Je me sentais à la fois comme un enfant. J'ai en train de découvrir la matière. Des fois, j'ai raté, des fois, j'ai réussi. Tout d'un coup, comme si j'ai redevenu un enfant qui est en train de découvrir cette pratique. Et finalement, ça, comme si je donnais un corps pour mes dessins à travers la céramique. Et Eh bien, à quel moment ce goût de la céramique est né et comment tu la pratiques? Est-ce que c'est en parallèle? Est-ce que c'est par période successive du dessin? Puis à un moment donné, on passe à la sculpture? Est-ce que l'un enrichit l'autre, etc. des fois, ça m'arrive d'être une sorte de blocage dans mes dessins. Parce que quand on produit, forcément, à un moment donné, ça épuise ou ça abuse. Et j'ai peur que ça soit quelque chose d'un peu répétitif. Quand je le sens, ce moment-là, j'ai dit, il faut que je fasse d'autres trucs. Donc, c'est comme ça que céramique s'est arrivé. D'abord, c'est une sorte de curiosité, je veux voir comment ça marche cette pratique. Et puis, c'était plutôt accessible que d'autres pratiques de céramique, c'est par vidéo. Voilà, c'est comme ça. Et toi, Andrea, puisque tu connais bien évidemment les deux facettes de l'artiste, aussi bien en céramique que dessin ou peinture, est-ce que dans l'exposition, tu as voulu montrer ça ou au contraire plutôt l'occulter et de... Alors, je veux dire une autre chose sur la technique de Chimègue parce qu'elle maîtrise parfaitement l'aquarelle et la peinture. Parce que tu ne peux pas rater un trait quand tu es en train de dessiner sur un papier ou un tissu parce que tu ne peux pas l'effacer. Parce que tu fais effacer le crayon, mais pas l'aquarelle. Et elle a ce don extraordinaire que je ne sais pas comment il arrive à faire, parce que c'est vraiment incroyable. Rien n'est retouché, rien, et tout est spontané d'une façon qui me touche énormément. Attends, je voudrais quand même vérifier avec l'artiste, est-ce que tu conserves tout ce que tu produis ou est-ce que tu en jettes une partie insatisfaite du résultat? Ça m'arrive de jeter beaucoup de dessins. Mon mari pas du tout content. Il faudrait tout garder. Exactement. Je pense que ça arrive à tous les artistes, cette phase de jeter des œuvres. D'abord, je produis un travail, c'est pas un dessin, une peinture, peu importe. Et les premières personnes que je montre, forcément, souvent c'est mon mari, donc je le montre. Il me valide ou pas. De toute manière, même s'il ne valide pas, si je trouve le dessin très bien, même si lui il dit non, je la garde. S'il dit oui, je la garde aussi. En fait, c'est moi qui décide finalement. Et c'est que j'aime bien dans les dessins par rapport, quand on parlait par rapport à dessin avec aquarelle ou encre de Chine. Pareil, je pose cette question, pourquoi j'utilise très souvent encre de Chine aquarelle? Parce qu'en fait, ce que j'aime bien quand je dessine avec encre de Chine, il y a une sorte de hasard qui se crée. Un hasard que je ne peux pas maîtriser 100%.
Et à la fois, ça peut aussi, ça peut m'handicaper parce que il y a des traits qui se font tout seuls. Je ne peux pas m'effacer comme un crayon. Mais très souvent, ça m'aide un peu à sublimer le travail. Et en fait, finalement, j'ai l'impression de dessiner avec un travail, avec une matière qui est dure et dure, c'est jouer avec une sorte de hasard et aussi une sorte de savoir-faire technique, parce que finalement, avec le temps, j'arrive à acquérir une bonne technique. Et aussi l'été, en fait, c'est une sorte de jeu, en fait. Je joue, après, je sais négocier avec des papiers, est-ce que tu me donnes une bonne image ou pas? Je mets mon savoir-faire dedans, donne-moi une bonne image, donne-moi. C'est une sorte de communication constante, c'est ça que j'aime bien, en fait. Avant, je dessinais beaucoup avec crayon. C'est vrai que je peux effacer très facilement quand je ne me plais pas. Et finalement, je pense que j'aime pas ça me plaisait pas trop cette façon de travailler. Possibilité de revenir en arrière. En fait, avec le crayon, c'est une sorte de maîtrise totale. J'ai l'impression que je peux tout maîtriser dès le départ. Alors qu'à l'encre de Chine, il y a une sorte de fluidité, une sorte de hasard que je ne peux pas 100% maîtriser. Mais il faut que je prenne ce côté hasard, côté avantageux pour moi, en fait. Positif. Donc c'est ça que tu aimes. Oui, j'aime beaucoup ça parce qu'il y a une côté qui est vraiment maîtrisé et l'autre côté que c'est l'hasard et c'est le côté plus poétique et plus magique parce qu'en effet, quand une tâche ça se ouvre et rentre dans tous les dessins, c'est ça la poésie et la transparence et la beauté de toutes les œuvres qu'Odon Chimègue a produites pour le musée. Mais je dois dire qu'elle maîtrise aussi de très très grands formats. Et les grands formats, tu ne peux pas retoucher, ils sont là, ils sont évidents. Et les grands formats, tu ne peux pas les peindre vertical, tu dois les peindre par terre et tu les vois seulement une fois qu'ils sont terminés, quand ils sont sur le mur. Et moi, je crois que ça a été aussi une surprise pour toi quand tu as vu dans le musée toutes tes œuvres accrochées verticales. La table de cuisine m'a beaucoup aidé. Je montais sur ma table, je regardais très souvent. Est-ce que ça marche pas? C'est comme ça, parce qu'à la maison, je ne peux pas l'accrocher. J'ai eu une idée assez précise, mais c'est vrai que c'est pas même une façon de voir. Donc, j'ai très souvent monté sur mon table pour voir est-ce que c'est bien ou pas. Au moins, c'est pas vraiment. Il faut un minimum droit. L'accrochage, oui, c'était droit. Sinon, j'avais peur que ce soit un beau décalé et tout. Et oui, par rapport, c'est ça que j'aime bien, c'est dessin avec tout ce qui est matière en crochet, aquarelle, etc. Une sorte de hasard qui me donne la possibilité d'en jouir. Et quand je pense aux artistes comme elle, ou comme Jackson Pollock, par exemple, qui dessinait ses grands tableaux par terre, etc., c'était l'hasard, mais c'est aussi une espèce de performance que tu tiens avec l'œuvre et une espèce de danse aussi que tu tiens avec l'espace. Alors, c'est pas seulement peindre et construire quelque chose, mais aussi de trouver vraiment une façon de vivre avec l'œuvre, le pinceau, la couleur, la toile, l'espace et le musée. Et c'est ça que je trouvais fascinant dans Chimègue, parce que quand il m'a proposé de faire l'exposition avec ces grands formats, j'ai dit oui, il faut faire ça, absolument. Enfin, il m'a laissé carte blanche pour la chasse, parce que, comme elle dit, elle ne pouvait pas venir à Turin. Mais je crois qu'on a fait ensemble un très bon travail. Je suis vraiment très, très heureux de cette exposition, le catalogue. Vraiment, il est magnifique. Je suis content qu'on a mis un petit point fixe sur son travail. Alors, justement, venons au catalogue, puisque c'est un petit peu autour de là qu'on voulait évoquer le travail de Don Chimègue. C'est comment est-ce qu'on fait un catalogue, comment on le réfléchit. Pour une fois, moi, je n'étais pas du tout impliqué dans le catalogue au départ, c'est toi qui l'as fait. On m'a simplement demandé un texte, et c'est pour ça que je connais un petit peu le travail. Mais comment est-ce que vous l'avez imaginé, ce catalogue? Alors moi, j'avais déjà une expérience de 20 ans d'éditeur, alors c'était très facile pour faire un catalogue. Mais pour moi, le catalogue et les textes, d'abord, doivent expliquer l'œuvre, donner des moyens aux collectionneurs, aux lecteurs, aux gens, de trouver les moyens de comprendre l'œuvre. Parce qu'on fait ça pour aider, c'est pas un objet. Oui, on peut faire des livres d'artistes, ça c'est autre chose. Mais un catalogue, un livre anthologique comme celui-là, il doit être un moyen pour expliquer l'œuvre et faire entrer les gens dans l'œuvre et dans la poésie de l'artiste. Nous sommes juste des outils pour arriver à donner les moyens de comprendre. Voilà. C'est ça. Alors on a conçu le catalogue. Avec la galerie, j'imagine. Et avec l'artiste? Alors, non.
un dictateur. Nous avons un Non, dictateur. dans certains moments, il faut se prendre la responsabilité de prendre des décisions. J'ai fait une maquette, je l'ai envoyée à Don Chimèque, il m'a dit oui, non, ça va, on change, etc. Et voilà. Moi, j'ai changé, j'ai suivi qu'est-ce qu'il voulait faire. Bon, j'ai ajusté un peu les choses que je pensais que c'était mieux, mais en effet, on ne savait même pas donner un nombre de pages. On s'est dit, on va faire un beau catalogue, un beau livre. Alors, on s'est pas dit 160, 200, et on est arrivé comme ça à ce nombre de pages avec cet objet que je pense est très, très utile pour comprendre son travail. Voilà. Comment tu as abordé, puisque tu as écrit un grand texte dans le catalogue, qu'est-ce que tu as voulu dire dedans? Alors, quand j'écris un texte, je me laisse un peu transporter, comme l'encre sur les tissus ou sur le papier. Et c'est un texte que j'ai beaucoup aimé écrire parce qu'en effet, il m'a donné la liberté de voir un artiste qui est libre et qui est en même temps un lien entre l'Orient et l'Occident. Et c'est ça la chose qui m'a intéressé le plus de son travail, parce que dans le travail de Don Chimèque, il y a beaucoup d'art extra-européen. Il y a le bouddhisme pour moi, il y a le panthéisme, il y a vraiment un monde philosophique oriental, mais il y a aussi beaucoup de références avec l'art occidental. Par exemple, j'ai trouvé des liaisons avec Marguerite, les feuilles qui deviennent des oiseaux, exactement comme les oiseaux qui deviennent des orques chez elle. Et j'ai trouvé des liaisons aussi avec Anthony Gormley, par exemple, mais je pouvais faire beaucoup d'autres choses. Mais l'important, c'est qu'elle, c'est l'anneau qui met en contact et lie vraiment l'Orient et l'Occident. C'est ça qui m'intéressait beaucoup le plus, et c'est pour ça que j'ai écrit un texte qui m'intéressait beaucoup, parce que j'aime beaucoup l'Orient, j'aime beaucoup l'Occident aussi, et c'est important de les voir ensemble. Et c'est aussi un message pour le futur, parce que je pense que les artistes sont un exemple qu'on doit suivre, et elle est un exemple vraiment de paix et de liberté entre une culture et une autre. Et toi, comment tu réagis quand tu lis nos proses d'auteurs? Quelle est la réaction? Est-ce que tu es surpris, en général, des mots que l'on peut mettre sur ton travail? Est-ce que tu interviens, et je ne me souviens pas de beaucoup d'interventions, moi, entre nous, mais je ne sais pas, mais est-ce que tu es surpris, encore une fois, ou tu as envie de modifier, mais à un moment donné, tu laisses la parole à d'autres? Moi, en général, j'aime laisser déléguer le travail aux autres. Si un galeriste qui fait son travail, je préfère qu'il fasse son travail. Comme pour les catalogues, à vrai dire, je ne vais pas trop intervenir parce que je ne connais pas grand-chose dans le catalogue. Je fais confiance à Big Queen. J'imagine qu'il va faire beaucoup de travail. À vrai dire, je n'ai pas trop regardé. J'ai vraiment laissé faire parce que c'est son travail. Parce qu'en fait, je pense, à un moment donné, en tant qu'artiste, on a besoin aussi de faire confiance aux autres. Parce que si on contrôle tout, chaque instant, chaque phrase, chaque image qui fait des autres, on ne peut pas avancer. En tout cas, dans mon travail, c'est pas. Moi, c'est comme ça que je travaille en général. Donc, dans les catalogues, j'ai lu ton texte une fois que je l'écris. J'ai dit, c'est parfait, c'est très bien. On a déjà discuté, donc je n'ai pas voulu intervenir chaque truc. Oh, il faut que je t'en rapporte, c'est mon machin. C'est ton vision pour mon travail. Donc, je préfère c'était tes paroles, pas mes paroles à travers toi. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu as la création et tu laisses la communication à d'autres et l'écriture aussi. Oui, pareil pour Andrea. Et j'ai beaucoup aimé la référente image que tu as choisie. Ça correspond exactement à ce que moi je veux choisir si je veux faire ça. Et voilà, donc pour moi, je travaille vraiment, je préfère déléguer le travail pour ceux qui savent. Alors, petite parenthèse, peut-être j'en profite pour parler quand même de l'écriture de ces textes qui n'est pas forcément une tâche très facile. Je ne veux pas dire que nous faisons un travail intellectuel si complexe, mais on a le devoir, à mon avis, mais je pense qu'avec Andrea, on partage la même chose. On est là aussi pour transmettre un message de l'artiste, donner des explications pour que le lecteur, pour que le public
comprennent mieux, peut-être parce qu'on a la chance de pouvoir poser toutes les questions que l'on veut aux artistes. Donc ça, c'est assez fantastique. On a, comment dire, un moment assez magique de pouvoir revenir et revenir sur une question jusqu'à ce que l'artiste donne la réponse qu'on peut attendre. Alors parfois, elle botte en touche, elle ne répond pas, mais on a la possibilité, nous, de revenir. Ce que le public qui visite ne peut absolument pas faire. L'artiste n'est pas toujours là. Donc c'est un peu comme si on avait un guide avec nous à travers un travail. À nous ensuite d'utiliser les mots pour le dire. Et moi personnellement, je sais que je n'aime pas beaucoup ces grandes élucubrations qui vont parler complètement à côté d'un sujet. Je me souviens d'avoir vu un texte qui n'abordait le véritable sujet que dans le dernier paragraphe des 10 pages que je venais de lire. Donc ça donne de m'énerver, parce que je sais ce que je viens chercher dans un catalogue. Sinon, je cherche un bouquin, je sais pas quoi, sur la théorie des couleurs, sur la sociologie, mais j'aime bien que les choses soient très concrètes quand on parle d'un sujet d'un artiste et de son travail. Je pense vraiment à la vertu pédagogique d'un catalogue. Et je pense qu'Andrea aussi avait le même désir. Absolument. Et en plus, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup faire, c'est de faire des photos et de l'accrochage et de le mettre à l'intérieur, de le publier à l'intérieur du catalogue. C'est-à-dire que c'est vraiment un témoignage d'un moment important et spécial pour l'artiste et pour le musée et pour moi aussi. C'est-à-dire que dans le catalogue, il y a plusieurs pages dédiées à l'accrochage. C'est-à-dire que vous pouvez revivre un tout petit peu l'expérience qu'on a eue à Turin à travers le catalogue qui est Ça vivant. veut dire que le catalogue n'est pas prêt le jour de l'inauguration. Oui, il était prêt parce qu'on a fait l'accrochage 2 mois avant, on a fait les photos et on a publié le catalogue pour le jour de vernissage. Oui, parce que c'est en général une chose quasiment impossible d'avoir les photos de l'accrochage dans le catalogue qui sort le jour de l'inauguration. Oui, c'est très compliqué, mais bon, je travaille aussi avec une maison d'édition qui fait des miracles et parfois on a donné les images 2 semaines avant, on a réussi à avoir le catalogue vraiment prêt pour l'exposition. Alors, je pense que derrière moi, il y a une quantité d'images qui circulent. Est-ce qu'éventuellement, tu veux essayer d'en parler au fur et à mesure? Je sais que c'est un exercice pas facile, surtout que tu n'as pas choisi les images, mais peut-être que tu peux nous expliquer comment ça s'inscrit dans ton travail. Là, par exemple, il y a toute une série de visages de très grand format qui sont apparus il y a quelques années, il n'y en avait pas du tout au début de ta carrière. Donc là, on voit ces grandes aquarelles, enfin il y a des petites, mais il y en a surtout des très impressionnantes, très monumentales. Est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas si Delphine, la proposition des images est chronologique. Oui, complètement. Oui. Ce sont des peintures à l'huile que j'ai fait il y a 3 ans, je pense. Enfin, c'est en fait, il a commencé bien avant et là, on est déjà en 2022. Ah oui, d'accord, parce que la chronologie a commencé déjà, le diaporama se déroule. Même 2021. Ouais. Et alors, comment ça s'inscrit dans son travail? Pourquoi d'un seul coup, cette nécessité du gros plan sur le visage? Ça, c'est en fait, j'ai toujours aimé le portrait, que ce soit le portrait, autoportrait ou pas. Ce sont des images, on dirait que c'est des personnages qui sont inventés. Au départ, j'ai une idée un peu précise, je voudrais dessiner certains types de portraits, etc. Une fois que j'arrive devant la toile, très souvent, elle transforme en quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Comme si on a parti à mauvaise rencontre, mais ce n'est pas une mauvaise rencontre, c'est juste une nouvelle découverte. C'est comme ça que je vois quand je fais un portrait. Et grand format, parce que, comme je disais, j'aime bien challenger au niveau de la technicité. Parce que dessiner un petit format, dessiner un petit format de 20 cm par 10 cm, c'est pas pareil de dessiner 2 mètres par 4 mètres. Donc c'est plus une sorte de challenge au niveau technique que vraiment de proposition que je voudrais porter. Alors voilà le côté magritien, je ne sais même pas si ça se dit, magritien, le côté un peu Magritte de ces personnages mi-homme, mi-femme d'ailleurs, non, mi-homme et mi-animal. Ils sont toujours avec moi. Et voilà surtout donc ces représentations des familles qui sont effectivement un motif récurrent dans ton travail.
mais qui ne sont pas ta famille précisément. En fait, la question de la famille, ça m'intéresse beaucoup le dernier temps. Parce que Est-ce que c'est lié aux enfants que tu as eus récemment? c'est possible. Mais je pense que des moments où je commence à sentir à l'aise ici en France, je commence à construire ma propre famille. Et je pense que c'est pour ça que je voudrais travailler maintenant sur la famille. La notion de la famille. Ça veut pas dire que toutes les familles sont bien. Ça, je suis conscient. Mais en tout cas, c'est ça en fait. Comment je peux raconter l'histoire de la famille. Et il y a un motif, moi aussi, que j'aime beaucoup, enfin qui n'est pas d'ailleurs un motif, mais plutôt une attitude. On sent souvent des gestes de protection, le fait d'entourer, d'encercler, de mettre à l'abri. Et puis, alors là, voilà, ça c'est sans doute les images qu'on aime tous, avec ces sortes de personnages qui semblent émerger de la terre et conduire une vitalité terrestre jusqu'à ces feuillages avec les oiseaux qui viennent se poser. Ça, c'est des Terufico. C'est une femme qui est à la fois l'arbre, mais à la fois un personnage féminin qui reçoit ou qui accueille des oiseaux. En fait, je suis grandie dans une famille qui croyant que chaque élément de la nature est un esprit. Et je crois encore à ça parce que je suis grandie dans cette culture. Et j'essaie d'un peu transporter cette culture encore avec moi et raconter cette histoire parce que comment on peut parler de la nature, comment on peut parler de l'amour de la nature. Donc j'essaie de vraiment jouer avec le corps comme un sort d'élément de la nature. Et vous, c'est une image. Et je veux dire que Guy a écrit un texte sur la couleur assez intéressant, très intéressant. Et en effet, ce sont des monochromes ou bichromes, tous les tableaux que j'ai exposés au musée. Et Guy, j'aimerais bien que tu expliques aussi cette idée de couleur que tu as repris, parce que c'est très très belle. Oui, en fait, bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup me baser sur les propos des artistes avant d'écrire. Je ne veux pas élucubrer, imaginer. Et on a beaucoup parlé de technique, justement, avec Odon Chimec, son choix des couleurs. Parce qu'il y a une gamme de couleurs très précise qu'elle utilise. Ce rouge Windsor, ce rouge vénitien, enfin, vous n'avez qu'à vous reporter au catalogue, vous verrez bien. Mais effectivement, le rouge, et Pastoureau l'a déjà dit bien avant moi, il y a cette notion de sang, de vie, etc., qu'on retrouve quand même dans ces représentations. Donc il y a un vrai lien entre la couleur utilisée et les scènes représentées. Le rouge, pour moi, c'est une couleur qu'on partage tous, quelle que soit notre origine, quel que soit notre pays, etc. C'est une couleur qu'on a tous dans notre corps. Et d'où j'aime bien symboliser cette idée de la vie en commun. Et en ce moment, je suis très dans cette phase de rouge. Je vois tout en rouge. Chaque fois que j'ai une idée, je vois tout en rouge. Peut-être ça va passer d'ici quelques temps. Et en tout cas, le rouge, ça m'évoque la puissance, à la fois une sorte de fragilité, parce que si on perd notre sang, la vie, ça va se vider. Et quand je dessine avec l'encre, j'ai l'impression des fois comme quand je dessine avec le sang, quelque chose c'est tellement organique, très, très vital en fait. Donc on sent la période de rouge. Alors il y a aussi des monochromes bleus, parce qu'elle travaille aussi sur le bleu. Moi j'ai voulu faire que sur le rouge, mais après tout, je me suis aperçu que j'aurais pu faire une autre couleur, comme Michel Pastoureau, faire des volumes et des volumes sur chacune des couleurs. Alors, on me fait signe que malheureusement, il reste plus que 5 minutes. Moi, ce que j'aimerais bien... 3 minutes. Il n'y a plus que 3 minutes désormais. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Mais je tiens à vous dire, je vous jalouserais presque. Je ne sais pas si tu penses la même chose, mais Odon Chimec progresse à la vitesse grand V. Quand on a écrit ce catalogue, il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi maintenant, enfin je ne sais plus quand est-ce qu'on a fait, mais il y a presque une année, si vous voulez, entre le moment de la rencontre avec l'artiste, l'écriture, la publication du catalogue, la distribution. Donc ça a mis 1 an. Et je m'aperçois aujourd'hui qu'elle dit plein de choses qu'il y a 1 an, elle ne disait pas. Et je vous jalouse un peu parce que ce que vous avez entendu, c'est bien ce que j'aurais aimé entendre il y a 1 an quand on a écrit notre catalogue. Donc, en fait, il faudrait presque chaque année qu'on refasse une table ronde avec Odon Chimec parce que comme elle progresse très vite et que son français s'améliore et va très très vite aussi dans les nuances, on en apprend toujours plus.
Et encore une fois, pour nous, critiques d'art, journalistes ou historiens, c'est drôlement important d'avoir la parole de l'artiste pour, certes, avoir une idée un peu différente, on l'entraîne vers autre chose, mais il faut quand même se baser sur ce qu'elle dit elle-même. Donc, si vous voulez lui poser des questions, c'est le moment, parce qu'après, on va nous enlever les micros, parce qu'il y a une performance qui va avoir lieu. Donc, si vous osez, et je sais que c'est très difficile dans les conversations, mais encore une fois, vous avez une chance. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, voilà. Je voulais savoir si tu sais ce que tu vas faire dans le futur. Est-ce que les projets te viennent au fur et à mesure? Est-ce que c'est complètement spontané? Est-ce que tu es guidé par d'autres personnes pour savoir ce que tu vas faire? Ou est-ce que, ouais, quel est un peu ton processus? C'est très souvent spontané. Mais spontané, je pense, je dis ça comme ça, mais en vrai, c'est pas si spontané. J'ai un petit programme qui doit venir, une expo, etc. Mais j'essaie donc toujours au moins trouver une sorte d'harmonie, ne pas trop être emporté par cette côté vrai de la vie, courir derrière l'exposition, mais aussi écouter ce que moi je voudrais faire en tant que personne, en tant qu'artiste. C'est vraiment savoir trouver une harmonie. Donc à la fois j'écoute mon cœur, aussi j'écoute mes agents. Donc c'est vraiment le deux. Et t'écoutes un peu la radio aussi. Tu me disais que de temps en temps, un mot entendu le matin peut être à l'origine d'une production de la journée. J'écoute beaucoup de radio, c'est la seule personne que je parle, enfin je parle pas vraiment, mais c'est le contact que j'ai toute la journée. Et en fait, on peut être c'était une sorte de source d'inspiration douce avec mes idées. Ça peut être juste un petit mot un peu banal, j'entends. Des fois, je me sens comme une sorte d'insecte, j'ai une sorte de capteur un peu partout. J'entends un mot, je dis, ah, ça peut être une idée. Ça, je l'utilise plus tard, c'est pour je suis un petit insecte qui est un peu partout. J'essaie d'attraper toutes les possibilités d'idées. Et elle agit peu en série. C'est pas du tout la méthode, visiblement. Après, peut se constituer en série, mais c'est pas Claude Monet, on va dire. C'est pas du tout prémédité sur du long terme avec une déclinaison régulière sur le même sujet. C'est pas Claude Monet, mais je vais me permettre de dire que c'est mieux encore. Et je vous remercie. Je suis vraiment désolée de t'avoir coupé dans Chimègue, mais nous avons la performance de Madeleine Laurent qui commence dans 5 minutes, peut-être je dirais 10, parce qu'il faut qu'on installe les caméras. Mais en tout cas, un grand merci. Merci Don Chimègue, merci Andrea, merci Guy, et merci à Backsplash aussi. Et voilà, célébrons donc la première monographie, c'est un vrai plaisir. Merci à vous aussi.